Bonjour à toutes, bonjour Marie-Yvonne Le Merci beaucoup de nous accorder un moment ce matin pour échanger avec les membres de nos réseaux, les réseaux professionnels féminins du secteur public. L'administration moderne, comme vous le savez, existe depuis 1998 et articule le travail interministériel de l'ensemble des réseaux féminins de l'administration de l'État et de l'administration aussi territoriale. Et prochainement, nous allons travailler également avec la fonction publique hospitalière. Nous avons l'habitude d'organiser des petits déjeuners où nous invitons des personnalités pour échanger avec elles. Et je vous remercie beaucoup d'être notre invité de ce matin. Permettez-moi de vous introduire en un très bref petit rappel de votre parcours professionnel. Vous avez intégré l'ENA en 2008. Vous en êtes sorti en 2010 à l'Inspection générale des finances, puis vous avez travaillé à la Direction générale des finances publiques, à la DGFiP, à partir de 2014. Et en 2019, vous avez dirigé TRACFIN, qui est la cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et depuis le 1er décembre 2021, vous avez été nommée directrice de l'INSP. Et bien sûr, c'est à ce titre que nous vous invitons ce matin. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous donner un certain nombre d'éclairages de votre part sur votre mission, comment vous la percevez, comment vous voyez votre feuille de route, nous donner quelques éléments sur cette feuille de route et puis nous échangerons avec vous après cela. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette invitation. Je salue Aurélie, Elisabeth, je reconnais quelques noms qui s'affichent, avec qui j'ai travaillé dans des vies précédentes. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, j'ai été nommée le 6 décembre, donc directrice de l'ENA, préfiguratrice de l'INSP, donc directrice de l'INSP depuis le 6 janvier, pour un mandat de 4 ans. Donc, l'Institut national du service public, c'est l'école qui succède à l'École nationale d'administration, qui va s'appuyer sur les fondamentaux de l'ENA qui étaient importants, mais simplement avec une ambition nouvelle, des moyens renouvelés. Et un nouveau champ d'action, en fait, qui est le champ de la formation continue qui avait été très peu investi par l'ENA, conséquence notamment du fait que la formation continue des cadres supérieurs et cadres dirigeants n'était pas gérée de manière interministérielle jusqu'à présent, mais beaucoup, à part pour la mission cadre dirigeant, vraiment pour le haut de la pyramide, mais sinon était vraiment gérée de manière ministérielle en silo, parce qu'il y avait comme inconvénient un certain manque d'homogénéité, un certain manque de transparence, une difficulté d'information des cadres sur les formations existantes, pas vraiment de parcours, pas non plus de transparence sur les postes disponibles. Voilà, des handicaps qui handicapaient tout le monde, mais qui handicapaient sans doute peut-être encore plus les femmes. Donc ça, c'est un premier point, c'est que vraiment l'INSP, c'est une pierre parmi un dispositif qui est plus large, qui vise vraiment à réformer l'encadrement supérieur de l'État. Donc, ça passe par plusieurs mesures, notamment la création du corps des administrateurs de l'État qui absorbe une quinzaine de corps et l'unification aussi du régime indemnitaire par le haut, ce qui a vraiment pour objectif de lever le verrou statutaire et le verrou financier aux mobilités. Un autre étage, effectivement, c'est la création de la DIES, donc la délégation interministérielle, qui a vraiment pour objectif de mettre en place des parcours de carrière riches, multiples, de favoriser les mobilités et notamment de travailler sur les troisièmes parties de carrière, pas que, mais on sait que les troisièmes parties de carrière au sein de notre communauté de cadres de la fonction publique est une étape qui est souvent difficile pour beaucoup, alors que les gens ont beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à valoriser. Donc, ça va passer par, bien sûr, alors déjà, et ça va être assez rapide, de la transparence sur les postes disponibles, sur les durées des mandats, sur qui occupe ces postes, sur quand vont-ils se libérer, quelles sont les procédures de recrutement. Déjà, voilà, on n'aura plus besoin de faire la course au bulletin quotidien pour identifier les postes sur lesquels on aurait pu candidater si on avait été au courant. Et ensuite, effectivement, vraiment des parcours de formation avec des viviers à différentes étapes de la vie, un vivier de haut potentiel, de jeunes haut potentiel, un vivier de personnes pouvant prétendre à des emplois fonctionnels,
un vivier de cadres dirigeants, des parcours d'accélérateurs de mobilité pour ceux justement qui sont un peu à la croisée des chemins sur leur carrière, entre l'administration centrale, l'administration territoriale, différents volets interministériels qui veulent bouger au sein des différentes fonctions publiques, qui veulent éventuellement faire un parcours dans le privé, et puis aussi des réflexions sur une petite couche de formation obligatoire pour que les cadres supérieurs soient toujours bien conscients et bien au niveau sur les grands enjeux de politique publique qui traversent l'ensemble du pays, que ce soit par exemple les questions de transition écologique ou de transition numérique. Et donc, dans ce cadre-là, l'INSP a vocation à être vraiment le bras armé de cette politique. Et donc, a plusieurs objectifs dans sa feuille de route. D'abord, le premier, du coup, est en charge de la formation initiale et de la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants. Donc, l'INSP a vraiment vocation à devenir la maison commune des cadres supérieurs et dirigeants de l'État à tous les moments de leur carrière. Ça, c'est important. Voilà, créer un point de repère qui n'existait pas forcément aujourd'hui. Avant, on sortait de l'ENA ou on sortait d'une grande école du service public. Et après, suivant le corps où on était plus ou moins laissé à l'abandon avec un paroxysme chez les administrateurs civils au niveau de la gestion des carrières et de la formation. Donc, il y a 5 objectifs dans cette lettre de mission. La première, c'est d'avoir une haute fonction publique à l'image de la République. Donc, une diversité des recrutements au niveau social, au niveau géographique, au niveau académique. Ensuite, une formation initiale et continue qui forme des hommes et des femmes d'action. Donc, au-delà des mots, c'est l'idée d'avoir une scolarité beaucoup plus professionnelle, plus opérationnelle qu'elle ne l'était. Alors, il y a déjà des évolutions qui sont en cours, qui avaient été initiées par mon prédécesseur Patrick Girard, je pense, et qui vont vraiment nous aider à faire levier. Le troisième axe, c'est une ouverture vers le monde académique et la recherche. Vous savez qu'il y a une politique publique en général qui vise à mieux intégrer les docteurs au sein de l'écosystème, soit la fonction publique, soit économique. C'était vraiment une spécificité française liée à l'existence des grandes écoles qui faisait qu'on n'avait pas ou peu de doctorants au sein de la fonction publique des entreprises. Donc, il y a vraiment une volonté d'avancer sur ça. Ça passe par l'INSP, par l'accroissement du nombre de places qui seront offertes aux docteurs au concours, mais aussi la possibilité, notamment en formation initiale, ce sera peut-être le cas en formation continue, mais en tout cas en formation initiale, de proposer à nos élèves volontaires de commencer un parcours doctoral au sein de l'INSP. Et de manière plus générale, une volonté de meilleur arrimage au monde académique et de la recherche, avec la volonté de donner une culture scientifique et une meilleure appréhension de la démarche scientifique à nos cadres supérieurs. C'est aussi un peu tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Le mouvement inverse, il se passe chez les chercheurs, où il y a beaucoup de réflexions sur mon positionnement en tant que chercheur qui a toujours la culture du doute et mon positionnement en tant qu'expert pour une politique publique. Et là, le doute, il faut que j'arrive à un moment à faire la paix avec et à ne pas dire des choses au-delà de ce que je sais pour ne pas créer plus d'insécurité. Donc voilà, tout ça, c'est aussi les leçons de la pandémie, mais l'idée, c'est que tout ça, ça puisse se rechercher, ça puisse se rejoindre, que les cadres supérieurs soient aussi en capacité de comprendre cette démarche scientifique et donc d'être plus armés. Alors là, il y a l'exemple de la pandémie, mais il peut y avoir tout ce qui est les questions de transition écologique, les questions énergétiques. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de donner cette sensibilité à nos élèves. Ensuite, effectivement, il y a des grandes ambitions en termes de formation continue, puisque l'INSP doit devenir la tête de réseau, l'opérateur central de la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants. Donc, l'idée n'est pas d'absorber tout ce qui existe, l'idée n'est pas d'absorber l'IGPDE, d'absorber l'IHEDN, mais de travailler vraiment avec eux en réseau pour qu'il y ait à la fois une transparence de l'offre, qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'offres redondantes, qu'il n'y a pas non plus de trous dans la raquette. Et donc, dans un monde idéal, que tout le monde fasse équipe pour que nos cadres supérieurs et dirigeants soient le mieux formés possible à tous les moments de leur carrière. Et le dernier axe, c'est les sujets de rayonnement international. L'ENA a contribué beaucoup au rayonnement international de la France. L'idée, c'est de renforcer ça avec des actions un peu moins au coup par coup, mais vraiment une insertion dans la politique étrangère française. Ça passe par des réflexions sur nos politiques de sourcing pour le recrutement de nos élèves étrangers. Les élèves étrangers, c'est 40% d'une promotion de l'ENA.
Aujourd'hui, il y a une surreprésentation de certaines zones géographiques importantes pour la France, mais qui ne sont pas les seules. Donc, notamment, on veut recruter plus d'élèves issus des pays de l'Union européenne, notamment des nouveaux pays de l'Union. Alors, c'est une toute petite pierre, bien sûr, qui vise à travailler sur les difficultés que rencontre aujourd'hui la France au sein de l'Union européenne pour défendre aussi son modèle de société. C'est aussi une volonté de mieux animer et organiser le réseau des anciens élèves étrangers qui était largement géré par les associations d'anciens, bien géré, mais il y a vraiment une volonté que ça soit aussi un outil de rayonnement international et qu'on soit aussi assez clair avec ces élèves qu'on forme gratuitement sur le fait qu'on compte sur eux aussi pour être des relais d'influence pour la France ensuite. Et ça passe par une animation, ça passe par des événements, ça passe par une information régulière. Et une volonté, en fait, sur une thématique que l'ENA avait un petit peu délaissée parce que notre modèle de haute fonction publique avec des élèves qui sont stagiaires dès la formation, une fonction publique de carrière, de statut, vous connaissez ça encore mieux que moi, est assez unique. Et donc, l'ENA n'avait pas du tout investi les réseaux des grandes écoles d'administration publique comme la Harvard Business School, la Blavatnik à Oxford, la RT School à Berlin. Donc, l'idée est vraiment que, en tout cas à terme, à la fois via des actions, via son évolution de la pédagogie, via le développement aussi justement des doctorats, l'INSP puisse exister au sein de ces réseaux et contribuer là aussi au rayonnement de la France. Donc voilà de manière assez rapide ma feuille de route. Je n'ai pas parlé des femmes. C'est vrai, les femmes en tant que telles ne sont pas citées dans la feuille de route de l'INSP, même s'il y a toujours une grande attention à la féminisation des promotions. Donc là, nous avons la deuxième promotion la plus féminisée de l'histoire qui a intégré en 22-23 avec 43% de femmes. Je dirais, toute ce que là, je pourrais développer le premier axe, en fait, sur la diversité des recrutements. Pour moi, la question des femmes, elle est inclue dedans, puisque, en fait, on a une volonté d'avoir un concours qui ne soit pas discriminant. C'est pas que le concours de l'ENA était forcément discriminant, mais certaines épreuves pouvaient l'être. Et donc, je pense que l'ouverture, elle se fera déjà, notamment via ce point-là. La volonté, c'est pour les écrits, pour le concours interne et le troisième concours, d'avoir un concours plus professionnel, avec peut-être un petit peu moins d'épreuves, mais des meilleures opportunités pour valoriser ce qu'on a fait avant dans sa carrière professionnelle et du coup une préparation au niveau académique qui soit peut-être un petit peu moins lourde. On sait que c'est exigeant pour les cadres et ça a été d'autant plus pour les femmes de venir 1 an en stage à l'IGPDE, puisque concrètement, pour réussir le concours interne et le troisième concours, il faut être passé par l'IGPDE aujourd'hui, qui est à Paris. Donc cette volonté d'essayer de pouvoir faciliter le fait de préparer le concours en travaillant, de ne pas avoir besoin de quitter son travail, sa vie, si elle est en province ou en lointaine banlieue, c'est une manière à la fois de favoriser l'attractivité du concours interne et du troisième concours, mais moi je pense en creux aussi de favoriser les candidatures féminines. On travaille aussi sur un oral dont seraient débarrassées les matières académiques. Aujourd'hui, il y a notamment une épreuve de concours, de questions internationales qui est extrêmement exigeante en termes de connaissances, qui est trop exigeante, où il n'y a pas de programme, où il faut connaître vraiment tout sur tout. Et ça, on pense que voilà, on aura vérifié à l'écrit les connaissances académiques des candidats et ce qu'on veut travailler à l'oral, c'est leur personnalité, leur potentiel, leur projet professionnel. Et ça, je pense que c'est favorable effectivement à un peu tous les candidats. Pas formatés et donc de fait les femmes je pense aussi. Nos jurys sont et le seront encore plus formés, que ce soit au niveau du concours mais au niveau aussi de tous les jurys qui interviennent lors de la scolarité, notamment les jurys de stage. On a des formations sur les biais cognitifs qui sont de plus en plus développées, donc qui concernent les femmes mais aussi bien sûr les personnes issues des minorités. Les élèves sont formés aussi à cette question-là. Et il y a un certain nombre aussi d'aménagements réglementaires qui sont en cours. Par exemple, concernant les reports de scolarité pour cause de grossesse. Jusqu'à présent, entre la fin du congé de maternité et le début du report de scolarité, rien n'était prévu. Donc, c'était bien si vous étiez interne, vous retournez dans votre corps d'origine, mais si vous étiez externe et troisième concours, vous étiez dans un trou noir. Donc là, justement, on travaille sur un texte qui va modifier les choses
dans les jours qui viennent pour qu'il y ait un maintien de rémunération de ces jeunes femmes, quitte à leur demander, parce qu'effectivement, elles n'ont pas, je vois pas de raison qu'elles restent chez elles payées à ne rien faire si elles ont fini leur congé maternité, mais voilà, de leur permettre de travailler, alors pas à l'école tant que s'il y a toujours le classement, parce que ça pourrait susciter une inégalité, mais par exemple être chargé de mission au sein des services du Premier ministre quelques mois, le temps de faire la jonction. On est en train de travailler sur ça, mais du coup, voilà, ça. Donc voilà un petit peu tout. Enfin, après, on pourra en discuter. Mais moi, en tout cas, je suis convaincue que oui, et j'ai pas parlé aussi de l'évolution de la scolarité. L'évolution de la scolarité qui est en cours et qui va être renforcée, donc qui est beaucoup plus professionnalisante, avec beaucoup plus de mise en situation, avec une scolarité articulée autour de parcours d'application qui permettent vraiment aux élèves de se mettre en situation, de préparer avant, de se mettre en situation et d'être débriefés collectivement et individuellement sur des situations professionnelles et pas sur des notes de synthèse ou des notes administratives qu'ils ont déjà prouvé au concours qu'ils savaient faire. C'est aussi, à la fois, je pense que c'est une meilleure formation, les élèves seront mieux formés et seront moins en souffrance lors de la prise de poste parce que mieux préparés, mais c'est aussi du coup une scolarité moins formatée et donc qui en creux pour moi est aussi favorable aux femmes, aux candidats qui sont issus de, enfin divers, moins standardisés. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais voilà, de manière accélérée un petit peu ce qu'il y a sur au menu de ma feuille de route. Merci beaucoup, Madame Le Brignonnen. Vous avez ouvert beaucoup de champs sur lesquels on va vous poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions parmi l'auditoire? Sinon, moi, je voudrais vous poser une… Ah, je vois que Marine Lannoy a levé la main. Je poserai ma question après. Marine? Merci Nathalie, mais tu peux commencer si tu préfères, il n'y a pas d'ordre. Ok, super. Génial. Bonjour à toutes et bonjour Madame la directrice. Donc je vais me présenter parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés, mais on va bientôt le faire. Je suis Marine Lannoy, la présidente de l'association INSP 50-50 désormais, puisqu'on change de nom avec le changement d'école. Donc moi, forcément, il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce que vous venez de nous expliquer. J'aurai 3 points, mais je vais essayer d'être rapide, comme ça tout le monde pourra s'exprimer. Premièrement, sur la féminisation des promos, deuxièmement, sur la formation continue et troisièmement, sur la parentalité. Alors déjà, sur la féminisation des promos, donc c'est vrai que nous, on a constaté, notamment dans les 2 dernières promos, une augmentation et on souligne qu'il faut encore continuer, mais qu'il y a des efforts qui sont faits et on est d'ailleurs fiers d'avoir comptabilisé sur les 29 femmes admises l'an dernier, 20 femmes qui ont été suivies par notre association. Donc on n'explique pas forcément le lien de corrélation entre les deux, mais en tout cas on sait qu'on a fait un effort considérable, notamment l'an dernier, on a coaché 300 femmes contre 150 les années précédentes, et sur ces 29 admises, on a des profils assez diversifiés parce qu'on a 9 externes, 7 internes et 4 troisième concours. On n'a pas encore de docteurs, puisque pour l'instant on n'a pas de docteurs coach qui se sont proposés pour les accompagner, mais on ne perd pas espoir, on pense aussi les accompagner dans les prochaines années. Donc voilà, donc nous sur cette question de féminisation des promos, on est tout à fait à votre disposition pour travailler avec vous, pour continuer notre action en ce sens, donc volontiers, mais je pense qu'on en parlera lors de notre session dédiée avec l'association. Deuxièmement, sur la formation continue, vous avez parlé des biais genrés, notamment de la formation des jurys en amont, pendant la scolarité, et vous avez annoncé qu'il y aurait une formation également pour les élèves. C'est vraiment quelque chose, nous, qui nous intéresse, parce qu'on le voit a posteriori, notamment dans nos fonctions. On est des futurs managers, on est des cadres et on n'est pas formés, en tout cas on n'a pas été formés sous l'ENA à ces biais de genre qui sont essentiels. Donc nous, on l'avait réclamé auprès de la ministre l'an dernier. On ne nous avait pas forcément répondu sur l'opérationnalisation de cette demande. Donc si vraiment il y a une formation biais genrée, nous on la souligne et on serait tout à fait aussi volontaire pour être associé si vous avez besoin pour co-construire des modules. Je sais que ça se faisait dans les années précédentes. On a pas mal de membres dans les promotions en dessous, donc vraiment à votre disposition encore une fois. Et troisièmement, sur la parentalité, s'il y a un vrai effort qui doit être fait, c'est vrai que pendant les dernières années, il y a vraiment une absence de transparence totale de l'administration sur le traitement des parents, que ce soit les mamans ou les papas. Et c'était encore le cas récemment, puisque hier soir, pour tout vous dire, on a fait une session interne avec les 2 promos en cours sur les enjeux de la parentalité. Donc on pourra vous faire un point, je pense que ça pourra vous aider sur votre texte. Un papa qui nous dit
dit qu'en une semaine, il a eu la réponse sur son traitement. Une maman qui attend depuis 2 mois la réponse de l'administration. Donc, il y a encore des décalages qu'on n'explique pas, qu'on aimerait bien pouvoir clarifier. Et s'il y a un texte qui encadre ça, qui donne les possibilités pour les mamans et les papas, pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est être associé à ces différents textes, à ces différents travaux. Donc, vraiment à votre disposition pour travailler dessus. Vous avez pas mal de forces vives dans les promotions en cours. Donc, à votre disposition. Merci beaucoup. Je pensais prendre plusieurs questions les unes après les autres, mais comme Marine a posé plusieurs questions, je vous propose de répondre et puis j'en prendrai encore un petit groupe de questions ensuite. Merci. Alors, c'était beaucoup des observations plus des questions. Sur la question, peut-être juste sur le sujet des rémunérations. C'est un sujet qui est complexe, vous le savez, qui est complexe notamment parce que les élèves commencent par partir en stage international. Et que les conditions d'indemnisation du stage international sont à la fois complexes et anciennes. C'est-à-dire qu'en fonction, je ne maîtrise pas toute la mécanique, mais en fonction effectivement du pays, du coût de la vie, des conditions de logement, voilà, il y a tout un tas de mécanismes de calcul qui se mettent en place qui fait que c'est vraiment quelque chose qui est de la dentelle pour le calcul des rémunérations. Donc voilà, ça c'est une explication, même si c'est pas une explication forcément satisfaisante, il y a ce niveau de complexité-là qui existe. Ceci étant, il faut progresser. Moi, en tout cas, j'ai avancé l'idée qu'on puisse avoir sur notre site internet un petit moteur de recherche, enfin un petit moteur de calcul en l'occurrence, qui en rentrant sa situation actuelle, qu'on soit interne ou troisième concours ou éventuellement externe, chargé de famille, avant de s'inscrire au concours, on puisse avoir un petit simulateur qui donne un ordre d'idée de quelle pourrait être la rémunération. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible, même si bien sûr on n'arrivera pas sur un chiffre exact, puisqu'il y a un certain nombre de paramètres, enfin les rémunérations des fonctionnaires sont compliquées et complexes, et il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, ça c'est par exemple sur les rémunérations, je pense que c'est une modalité de transparence pas très difficile à mettre en place et qu'on pourra en tout cas faire pour la transparence en tout cas et la clarté de ce que ça représente et de quel est l'enjeu quand on s'inscrit au concours de l'INSP. Voilà. Je me permets juste de préciser, en fait, le décalage était moins sur la rémunération que sur les congés, les modalités de congé paternité et maternité, où là, il y a un vrai gap. Mais c'était plus sur ça, le manque de transparence. Oui, alors je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais effectivement, lorsqu'on a des cas de grossesse avec des accouchements prévus en plein milieu des épreuves de classement, ce n'est pas forcément un sujet facile pour l'école, parce que vous savez qu'il y a toujours un classement. Donc un classement, il est contestable, donc on est obligé de peser de manière extrêmement au trébuchet ce qui peut être prévu. Donc voilà, c'est ça qui effectivement peut créer un peu de complexité. Il y a des situations où les textes sont très clairs, d'autres où les textes sont moins clairs. Par exemple, le décret sur les reports de scolarité, il traite des gens qui sont malades, mais pas des gens qui sont enceintes, ce qui est normal. Hein. Finalement, la maternité n'est pas une maladie, mais c'est pas prévu dans les textes. Et donc, quand c'est pas prévu dans les textes, c'est toujours dangereux juridiquement, puisqu'on a un classement qui peut être contestable. Donc, effectivement, on a un ou deux cas un cas notamment de maternité qui est avec un accouchement qui est quasiment au début des épreuves de classement, et on travaille ardemment sur la question pour proposer une solution qui convienne à tous. Voilà. Mais effectivement, ça irrigue plein de choses. L'existence du classement et au-delà de discuter de ses vertus, en tout cas pour l'école, est une rigidité très forte dans les relations avec les élèves. Je déborde un petit peu du sujet, mais ça ne permet pas notamment non plus de personnalisation de l'enseignement, ça ne permet pas de personnalisation des scolarités. Donc voilà, c'est un carcan qui nous complique les choses sur plein de sujets, y compris sur des questions administratives. Mais ce n'était pas tout à fait la question, mais il faut avoir ça en fond de réflexion, parce que c'est très frappant quand on prend la direction de cet institut. L'existence du classement et donc la nécessité d'avoir une égalité absolue entre les élèves est présente dans tout ce qu'on fait en fait. Merci. Je vais laisser la parole à Dominique Lassus-Mainvielle, puis Isabelle Guillaume-Méritin, c'est Marie Gallo. Bonjour et merci de nous consacrer un peu de votre temps parce que c'est très important d'avoir
cet échange avec vous. Alors, comme je suis un peu plus avancée dans ma carrière que la précédente interlocutrice, je vais vous parler mobilité et recrutement. Mobilité, vous avez évoqué des outils, notamment la transparence des postes pour faciliter l'accès à des postes extérieurs. Il y a d'autres barrières qui peuvent se trouver. Et parmi ces barrières, vous avez la plus ou moins grande ouverture des ministères à des gens qui ne sont plus néo-INSP, c'est-à-dire en dehors de la mobilité statutaire telle qu'on la concevait avant, c'est-à-dire 2 ans pour s'aérer et pour faire autre chose. La mobilité, elle est contrainte passé un certain stade d'âge, disons après 40 ans. Elle est beaucoup plus compliquée pour les gens qui souhaiteraient ou prolonger la mobilité statutaire ou rester un peu plus longtemps parce que l'activité d'un autre ministère ou d'une autre institution les intéresse. Actuellement, c'est compliqué en fonction du secteur en cause. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, le recrutement. Vous avez parlé du classement. Le classement a des aspects aléatoires, la façon dont les stages se sont passés, par exemple, en dehors des épreuves purement académiques. Et il y a donc des incertitudes qui interviennent dans le classement. Néanmoins, la sortie dans un ministère, malgré l'interministérialité qui est affichée, conditionne très fortement la carrière. Et c'est quelqu'un qui pouvait sortir aux finances et qui a choisi les affaires sociales qui vous parle. Donc, je ressens encore aujourd'hui l'extrême différence de déroulement de carrière, puisque la personne qui a pris les finances juste derrière moi n'a pas eu du tout le même développement de carrière. Donc, je peux vous en parler longuement. Et il faut donc voir qu'il y a des choix qui peuvent être des choix à un moment donné de vocation et que ces choix de vocation peuvent être réversibles. Et donc, la rigidité des carrières qui vous marque dans une espèce de hiérarchie, en fonction du corps, en fonction du ministère. Qu'est-ce que vous préconisez dans la nouvelle réforme et dans sa mise en œuvre pour revenir là-dessus? Voilà. Merci Dominique. Je vais passer tout de suite la parole à Isabelle Guyon de Méritens qui doit enchaîner sur une autre réunion et qui va poser ses questions. Oui, bonjour, merci beaucoup Yvonne de toutes ces informations. Moi, j'avais trois questions qui touchent la scolarité. La première concernant les stages opérationnels qui posaient problème précédemment à l'ENA pour les jeunes femmes, stages sur lesquels elles, je dirais, voyaient un peu des styles de management à l'ancienne, des comportements parfois déplacés et qui ne leur donnaient pas forcément envie de rejoindre par la suite et de choisir le ministère de l'Intérieur. Donc ça, qu'est-il envisagé, je dirais, pour remédier à cette problématique et donner les consignes sur le terrain qui vont bien? La problématique, c'est surtout lié à la personnalité d'un certain nombre ou de préfets ou tout simplement de chefs de service dans les départements. Deuxième question, la question des liens avec les autres écoles de service public, puisque l'ENA doit maintenant préparer, enfin, avec bien sûr les autres écoles, un tronc commun de formation pour l'ensemble des écoles. Qu'en est-il de l'ambition de départ, je dirais, d'avoir vraiment des axes forts de partage de formation entre toutes les 13 écoles de service public qui ont été choisies pour participer à cette formation. Et enfin, le dernier point, vous avez évoqué la force du classement et les contraintes d'égalité. Il avait été évoqué à un moment donné des aménagements ou en tout cas une révision forte des modalités de classement. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Merci à vous. Merci Isabelle. Madame Le Brianen, je vous propose de répondre tout de suite à Isabelle Guyon de Méritens qui va nous quitter. Et j'en profite pour préciser la première question d'Isabelle concernant la protection des élèves, des jeunes femmes dans leur stage. Parce que comme vous le savez, chaque année, encore récemment, eh bien, on a des jeunes femmes victimes de harcèlement qui n'en parlent pas parce qu'elles ne veulent pas que ça ait un impact sur leur classement. Et ça, c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Merci. Alors, plusieurs niveaux de réponse.
D'abord, le premier, c'est notamment avec la nouvelle directrice des stages, Agnès Fontana, qui est arrivée l'année dernière, une volonté très forte d'évolution du positionnement de la direction des stages. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une femme qui est arrivée, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, une volonté d'être beaucoup plus proche des élèves, beaucoup plus dans la communication avec eux. Pour une volonté de les sensibiliser aussi, eux, à ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et ce à quoi ils doivent réagir. Donc, la promotion 22-23, là, qui est partie, a été, au cours des 3 semaines, en fait, de début de scolarité, elle a reçu une demi-journée de sensibilisation avec le déontologue des services du Premier ministre, à la fois aux questions de déontologie, mais aussi aux questions de positionnement, aux questions de harcèlement, ce qui en fait les a choqués. Ils ont été choqués de nous dire, mais on commence par nous dire qu'on va se faire agresser au sein de la haute fonction publique. Donc je me suis dit qu'il fallait faire attention, que là on avait peut-être été trop fort en fait. Mais bon, du coup il y a cette sensibilisation là qui est là. Donc une direction des stages qui est beaucoup plus dans la communication et vraiment dans une relation aussi proche que possible avec les élèves, compte tenu de cette distance nécessaire au classement, pour essayer de déverrouiller la parole. Et la mise en place depuis la promotion 21-22, alors c'était pas pour ces questions-là au départ que ça a été fait, mais ça a été utile pour ça, d'un coaching. Les élèves ont un coach dès le début de leur scolarité jusqu'à la fin de leur scolarité, qui les accompagne à la fois pendant les stages et pendant la phase des enseignements. Et donc via les coachs, il y a des situations compliquées qui ont aussi été identifiées, qui ont pu être remontées. Donc, on est un peu à une phase où l'omerta est en train de se rompre. Elle n'a pas été complètement, parce qu'il y a des situations qui ont été remontées après les stages, au moment des jurys ou des entretiens, alors qu'ils auraient dû l'être pendant. Mais en tout cas, alors bien sûr, il ne faut pas toujours ramener ça à sa propre expérience, mais pour ramener en tout cas à ce que moi, j'ai pu connaître quand j'étais à l'école avec certaines de mes camarades. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, enfin en tout cas des évolutions positives, qui correspondent en fait aux évolutions aussi de la société. Ceci étant, effectivement, il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc je pense que l'école doit être aussi active. Il y a le fait de traiter les élèves, de les écouter et de les aider. Et puis il y a aussi effectivement son positionnement vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Donc je pense que, enfin en tout cas, je suis pas rentrée aujourd'hui dans le détail de ce qui a pu arriver avec la promotion précédente. Donc, je ne sais pas comment on peut qualifier certaines choses. En tout cas, il y a un dialogue informel avec le ministère de l'Intérieur qui est échangé, qui est établi sur ces questions, ce qui est aussi assez nouveau. Est-ce qu'il faudra aller, je l'évoquais pas plus tard que hier en CODIR, est-ce qu'il faudra aller plus loin et est-ce qu'il faudra que l'école, en tant qu'employeur, signale certains préfets? Je pense que moi en tout cas c'est quelque chose à laquelle je suis prête. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, ça pourrait être une étape ultérieure. Donc voilà, il y a à la fois, je pense, et bien sûr ça ne préjuge pas de toutes les formations que fait le ministère de l'Intérieur aussi sur cette question, parce que le ministère n'est pas inactif. Donc il y a à la fois la formation des employeurs, il y a à la fois la sensibilisation et la formation des élèves, et le fait de créer un écosystème qui vise à briser l'omerta. Après, on sait, c'est le cas dans toutes les sociétés, dans toute la situation, que l'omerta, c'est quelque chose qui est très difficile à briser. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Et pour répondre en fait du coup à la dernière question, si on va vers une suppression du classement et la mise en place d'un système d'appariement plus professionnel, on peut imaginer que ça facilitera aussi la libération de la parole, enfin que ça sera un effet induit positif. Donc voilà, les réflexions sont en cours là-dessus. Je l'ai dit, tout le monde l'a dit, c'est assez transparent. Les décisions ne sont pas prises, mais enfin le sujet est vraiment sur la table. Et il y avait une question au milieu, et comme j'écris affreusement mal, je n'arrive pas. Ah oui, le tronc commun avec les autres écoles de service public. Donc effectivement, ce tronc commun, il réunit 15 écoles de service public. Il existe depuis l'année dernière, en fait. Il a commencé à être mis en enseignement là, maintenant à l'INSP, mais dès l'automne dernier dans d'autres écoles. Donc la volonté, c'est vraiment de créer une culture commune au sein de ces cadres supérieurs et futurs dirigeants qui seront amenés à travailler ensemble au cours de leur carrière, en leur donnant une culture commune sur vraiment ce qui sont identifiés comme les grands enjeux auxquels fait face
la France aujourd'hui. Donc, il y a l'urgence écologique, la transition numérique, le rapport à la science, les valeurs de la République et les questions d'inégalité-pauvreté. C'est des modules qui ont été faits en pleine période Covid, dans des délais assez courts et avec vraiment une formidable mobilisation des écoles. Et on arrive à quelque chose de très solide. Alors, la qualité intrinsèque des modules, elle peut être variable. Il y en a auxquels les élèves adhèrent plus que d'autres. Il y en a dont les élèves sont plus proches que d'autres. Par exemple, les questions de valeurs de la République ou d'inégalité-pauvreté, c'est quelque chose qui est plus familier pour les élèves de l'INSP que pour les ingénieurs de l'armement. D'un autre côté, le rapport à la science, les élèves des écoles scientifiques, ils apprennent moins de choses sans doute que les élèves de l'INSP. Donc voilà, l'apport n'est pas toujours le même. Il y a des écoles qui ont très bien tiré les fils de ces modules pour rebondir sur leur propre enseignement sur ces thématiques. C'est quelque chose que n'a pas fait l'INSP cette année, qu'on devra faire l'année prochaine. Pour l'instant, nous, on est au niveau 1 de l'intégration, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer ça dans notre maquette pédagogique, mais on ne tire pas de fil tellement vers le reste de l'enseignement, donc c'est vraiment un progrès. Donc voilà, cette idée générale de culture commune, c'est ça le tronc commun. Il y aura une phase terrain aussi qui va commencer au mois de juillet suivant les écoles. Et surtout, c'est que cette idée de culture commune, elle irrigue la formation continue, puisqu'en fait, cette notion de tronc commun et un peu de thématique à enjeu que doivent maîtriser les cadres, et ben, on voudrait aussi que ça irrigue les cadres supérieurs en poste. Donc ça fait partie des réflexions, bien sûr, qu'on a avec la Dièse, qui, parmi tout ce qu'elle nous demande de réfléchir à des formats assez innovants pour pouvoir accrocher l'intérêt des cadres sup et dirigeants, parce que c'est toujours très difficile quand on travaille de trouver du temps pour se former. Mais en tout cas, cette notion d'avoir un socle de connaissances communes et de culture commune, ça a vraiment pour objectif d'irriguer un peu toute la fonction publique et à terme toutes les fonctions publiques. Alors, sur les deux autres questions, la question de la mobilité après 40 ans et Pardon oui, alors effectivement, la question de à quel point le premier poste en fait va irriguer la suite de la carrière. Alors, je vais répondre au nom d'Émilie Piette, mais c'est elle, je pense qu'il faudrait inviter. C'est d'abord elle qui est en responsabilité sur ça. Moi, je suis le bras armé, comme je vous le disais. Mais effectivement, je pense que la création du corps des administrateurs de l'État, donc d'un corps unique, avec des modalités de rémunération alignées, par le haut d'ailleurs, le fait que les carrières soient plus longues, le fait que les administrateurs de l'État soient vraiment gérés de manière interministérielle à terme dans le déroulement de leur carrière, ça passe notamment par des objectifs, en tout cas, de revue de cadre et de revue d'encadrement supérieur au sein du ministère, mais sous l'œil de la Dièse. Et je crois qu'Émilie Piette a aussi des ambitions de revue interministérielle des cadres pour favoriser la fluidité. Et peut-être, si on va vers une suppression du classement à l'INSP, donc qui va dégonfler encore plus l'enjeu du premier poste, tout ça, en fait, aura pour conséquence que le premier poste, finalement, il n'est pas plus d'importance qu'un premier poste, c'est-à-dire que c'est un premier poste où on va travailler sur une politique publique, sur une thématique, mais il sera rapidement remplacé par un autre poste, dans un autre périmètre ministériel, peut-être dans une autre fonction publique, et de manière à ce qu'en fait votre origine ministérielle de départ ne soit pas quelque chose qui vous marque à vie. En tout cas, c'est l'ambition de la réforme. Et ça vaut pour les ministères, mais ça vaut pour d'autres postes, puisque la suppression, alors bien sûr ça va être progressif, mais la suppression du statut de préfet et des statuts de diplomate, vise aussi par exemple à faciliter le fait qu'on puisse faire 2 ou 3 postes de préfet dans sa vie, ou 2 ou 3 postes de diplomate à un âge finalement où vous avez envie de le faire, où votre vie personnelle vous permet de le faire. Moi je pense que c'est une mesure qui est hyper favorable aux femmes. Par exemple, moi j'ai toujours rêvé d'être préfet. Mais je me suis toujours dit que je ne pourrais faire ça que le jour où mes enfants quitteraient le nid. Et je vois ce jour arriver. Et donc, je me dis déjà qu'après l'INSP, peut-être que je vais être préfet si on veut de moi. Et ça sera sans doute plus facile peut-être que si le corps avait existé. Pareil pour les diplomates. Et ça vaut aussi pour les hommes. Hein. Je vous parlais là avec des élèves de la promotion 21-22, je commence à les rencontrer. Voilà, il y avait un jeune papa qui a envie de sortir au quai. Et du coup, lui, il nourrit beaucoup d'espoir sur le fait que même déjà s'il ne sort pas forcément au quai à la sortie de l'INSP,
il pourra peut-être dans 10 ans y exercer des postes et puis ensuite après revenir et à un âge finalement que ça sera plus pratique pour ses enfants. Enfin voilà. Donc, pardon, c'est peut-être un peu gloubi-boulga et mélangé, et tout est un peu mélangé dans ma réponse. J'ai conscience de ne pas être très organisée, mais à mon avis, tout ça, en tout cas, va vers le fait de ne pas être marqué à vie par son premier poste et le périmètre ministériel qu'on a choisi. Et deux, le fait de, j'évoquais rapidement les troisièmes parties de carrière tout à l'heure, vraiment une volonté de favoriser ces troisièmes parties de carrière. Au-delà de tout ce dont j'ai parlé, il y a aussi le fait de valoriser la connaissance de ces personnes. Donc, Émilie Piette, elle a vraiment des ambitions de mise en place, de mêler le plus possible formation et accompagnement dans tous les parcours et les viviers qu'elle va identifier. Et pour faire l'accompagnement, les premières personnes auxquelles elle pense, ce sont des cadres en troisième partie de carrière qui ont exercé des fonctions à responsabilité, qui ont beaucoup de choses à transmettre. Nous-mêmes, à l'INSP, on va recruter un corps d'enseignants permanents. Alors, un petit corps d'enseignants permanents composé, si tout va bien, de binômes entre enseignants-chercheurs et praticiens de l'action publique. Et parmi les praticiens de l'action publique, bien sûr, on va recruter tous les âges, mais je pense qu'il y aura aussi de la place pour des gens qui sont en troisième partie de carrière. Enfin, il y a tout un écosystème aussi qui se met en place sur un peu le compagnonnage et un peu une valorisation de la seniorité dans les carrières, qui aussi, je pense, est une perspective intéressante pour toutes celles d'entre nous qui arrivent, qui arrivent à un moment de leur carrière où elles ont déjà beaucoup de choses à transmettre. Alors, si vraiment on réussit, ça veut dire que même si à un moment on se serait investi dans la transmission, dans l'accompagnement, dans l'enseignement à l'INSP, on puisse peut-être rebondir après sur un dernier poste opérationnel. Ça montrera vraiment que la réforme a marché. Et donc, du coup, il y avait une question, j'avais noté statut, ah oui, conditionné par le classement, c'est ça. Enfin, du coup, j'ai peut-être à peu près répondu à la question. Vous me direz s'il y a des choses que j'ai pas traitées. Voilà, je crois avoir un peu, dans le désordre, traité toutes les questions qui ont été soulevées. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marie Gallo et à Brigitte Grésy pour les questions suivantes. Oui, bonjour. Donc, Marie Gallo-Parco, moi, je suis au CNRS. J'ai deux questions. La première, c'est vous allez donc recruter des professeurs-chercheurs. Donc, je voulais savoir, suivant quelle modalité, à quelle échéance et le volume, est-ce que vous allez lancer donc ici des offres d'emploi, de recrutement? Et la deuxième question, pour avoir beaucoup travaillé sur les cadres dirigeants, la difficulté de sortie de l'emploi fonctionnel, mais qui là sera on est détaché sur un emploi et donc les problèmes de rémunération quand tu sors de ces emplois fonctionnels, comment faire pour que le cadre n'ait pas une perte importante. Je voudrais bien comprendre ce dispositif de sortie d'emploi où on est détaché pour 3 ans. Merci Marie. Brigitte, il faut que tu mettes ton micro. Merci, Madame la directrice, de cet échange. Moi, ma première question, la deuxième sera très rapide, c'est quand même un peu d'inquiétude à la lecture des textes parce que on voit bien que lorsque vous évoquez la diversité, vous avez vous-même parlé des critères sociaux, géographiques, académiques, mais jamais stricto sensu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et même lorsque vous parlez de la formation initiale, de la couche supplémentaire de formation, vous parlez des questions de transition énergétique et numérique et non pas de cette question fondamentalement transformative de la société qui est un nouvel équilibrage homme-femme à tous les niveaux. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous comptez systématiquement faire des études d'impact sur justement l'impact différencié sur les filles et les garçons d'un certain nombre de mesures et notamment un nouvel équilibre entre l'écrit et l'oral? Le rapport Chevrier qui vient de sortir évoque l'idée d'1 tiers pour l'oral, 2 tiers pour l'écrit, mais dans sa démonstration ne donne que des chiffres sur la féminisation globale, mais jamais ne décompose les indicateurs en fonction de la place des femmes dans les épreuves d'entretien, dans les épreuves d'oral, dans les épreuves académiques. Or, on a besoin de ce savoir, c'est-à-dire l'égalité
nécessite évidemment, vous le savez encore mieux que moi, une méthode de quantification pour voir cet impact différencié. Et nous savons bien qu'il y a une fabrication différente des sexes depuis l'enfance, et nous savons bien que l'apprentissage de l'oral ne se fait pas de la même façon entre les filles et les garçons. Nathalie Loiseau l'avait elle-même travaillé lorsqu'elle était directrice de l'école. Et donc, est-ce que vous avez un programme d'identification, d'indicateurs, d'études d'impact sur justement ce nouvel équilibre, cette nouvelle pondération pour vraiment formaliser la place des femmes dans ces concours? Et le deuxième point, c'est que, évidemment, pour accompagner tout ça, il faut que les femmes s'entendent dans la langue, c'est-à-dire qu'elles se reconnaissent, et des administrateurs et des administratrices. Vous-même, j'ai vu que vous vous faisiez appeler Madame la directrice ce matin, mais j'ai lu certains articles, et ils devaient être chevaux, où on disait Madame le directeur. Pour nous, là, vous voyez, ce n'est pas l'idée de faire une communication publique sans stéréotype de sexe est quand même centrale, puisque c'est ce qui permet aux femmes et aux hommes de se retrouver dans une société donnée. Et donc, je voulais savoir sur ces deux points, quelles étaient vos intentions. Merci, Madame la directrice. Alors, je vais répondre sur le dernier point. Madame la directrice, c'est pour vous faire plaisir, mais effectivement, je me fais appeler Madame le directeur. Parce que j'aime pas du tout l'idée qu'on m'impose de m'appeler Madame la directrice parce que je suis une femme. Et moi, je préfère être Madame le directeur parce que je préfère. Voilà, j'ai été nommée inspecteur des finances. Et voilà, donc déjà, je suis être très claire là-dessus. J'aime pas qu'on nous mette dans des cases et qu'on nous stéréotype. Et si un homme peut faire s'appeler Monsieur la directrice, très bien. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est pas du tout pour faire polémique, mais voilà, je préférais le préciser. C'est du coup, en l'occurrence, là, c'est pas des stéréotypes, c'est une volonté de ma part. Et Marine Lannoy sait qu'on m'appelle Madame le directeur, mais je réponds aussi à Madame la directrice, il n'y a pas de souci. Je pense que vraiment, l'égalité homme-femme, elle se situe ailleurs. Alors, sur la question, effectivement, l'étude d'impact sur les mesures, en fait, des impacts de tout ce qu'on va faire pour les filles et les garçons, pour, je pense, l'origine sociale des élèves, l'origine géographique aussi. Moi, je suis très sensible à la question de l'inégalité géographique et pour des raisons familiales aussi, ou à toutes les barrières que se mettent les élèves originaires des zones rurales dans nos concours, dans la fonction publique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas quantifié de manière scientifique. Il y a eu des études qui ont été faites avec Sciences Po sur pourquoi on n'avait pas moins de femmes candidates et pourquoi elles réussissaient moins. Donc, voilà, qui ont commencé à regarder dans la formation de Sciences Po ce qui pouvait poser des questions. Donc, en fait, très honnêtement, aujourd'hui, ma réponse, elle est non. C'est pas des choses qu'on a prévues, mais on est au tout début de notre processus de transformation. Et donc, on embrasse les choses un peu largement avant de les reprendre après plus systématiquement. Donc oui, je pense qu'il faudra le faire. Il faudra faire ce travail pour les femmes, il faudra faire ce travail pour l'origine géographique des élèves, géographique en général dans le monde, mais aussi en France, en fonction d'où ils ont été à l'école. Voilà, donc tout ça, il faudra le quantifier et le serrer. Et on a des enseignants-chercheurs à l'école qui pourront le faire et on pourra s'aider. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas… Aujourd'hui, en tout cas, les décomptes sont assez… Enfin, c'est du Excel, en fait. Hein, c'est pas très scientifique et c'est beaucoup basé sur le déclaratif. Enfin, pas pour le sexe, mais beaucoup sur les origines, le fait que les enfants soient boursiers, la profession des parents. On travaille beaucoup sur le déclaratif et donc on sait que dans le déclaratif, il peut y avoir des biais aussi. Donc, je pense qu'il faut scientifiser ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de projet là-dessus. Mais je pense qu'il faudra le faire, vous avez raison. Après, sur les deux autres questions, alors sur la question des enseignants-chercheurs, alors selon quelle modalité? C'est un vrai sujet pour nous parce que la main du Conseil d'État a tremblé au dernier moment et donc nous sommes restés un établissement public administratif. Donc, ce qui complexifie un peu le recrutement d'enseignants-chercheurs pour leur permettre après un déroulement de carrière qui soit intéressant pour eux. Donc, on travaille avec le MESFRI sur cette question pour voir sous quel statut on pourrait les recruter. Le nombre, alors ça va être un enjeu et c'est pour ça, je pense que des enseignants-chercheurs ne seront pas à plein temps chez nous parce qu'on ne va pas arriver à une masse qui va leur permettre de s'épanouir uniquement dans ce milieu professionnel-là, à mon avis. On a 20 ETPT qui nous ont été accordés, à peu près une dizaine pour le corps enseignant. Donc, si on veut faire des binômes, ça fait 5 enseignants-chercheurs, 5 praticiens de l'action publique. Donc,
Après, on va peut-être pouvoir grossir, mais en tout cas, on va commencer petit. Donc, comme je le disais, on cherche plutôt des enseignants-chercheurs qui auront un peu le goût du risque et de la nouveauté, parce qu'ils vont arriver un peu dans alors, il y avait un petit peu de recherche à l'ENA, bien sûr, hein, il y a la revue d'administration, la RAFP, mais voilà, ils vont arriver dans un monde un peu vierge où il y a beaucoup de choses à construire. Donc, je pense on cherche en tout cas des profils d'enseignants-chercheurs ayant un peu envie de prendre des risques et de faire des choses nouvelles. Le calendrier, je pense qu'il faut qu'on travaille un tout petit peu là-dessus avec notre conseil scientifique. Or, notre gouvernance n'est pas encore tout à fait installée, elle devrait l'être très prochainement. Donc, je pense que le calendrier, c'est plutôt le début de l'été sur le recrutement des enseignants-chercheurs, du corps enseignant. D'ailleurs, mesdames, hein, comme on va chercher aussi des praticiens de l'action publique, voilà, si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre carrière, n'hésitez pas. Là aussi, on va chercher des gens qui veulent prendre des risques parce que voilà, nous, notre ambition, c'est qu'un passage comme enseignant à l'INSP, c'est quelque chose qui soit valorisable dans une carrière et qui permet de rebondir sur un poste intéressant après, mais il faudra quand même on va travailler bien sûr avec la dièse sur ça, mais il y aura quand même une première génération qui va un petit peu essuyer les plâtres. Alors sur la question de la sortie des emplois fonctionnels et des questions de rémunération, là pareil, il faudra en parler avec Émilie Miquette parce que je suis pas forcément experte, en fait c'est pas moi qui traite le sujet de manière précise. Je sais qu'il y a des choses qui sont, je pense, déjà dans des textes et d'autres dans des textes à venir. Voilà, mais ma réponse ne peut être que assez macro parce que j'ai pas le détail, mais en tout cas, la question, elle est vue, elle est identifiée, et je pense qu'elle va dans le bon sens. Alors là, je parle vraiment très rapidement de mon cas personnel, mais c'est vrai que, par exemple, il y a des nouveaux textes sur la rémunération des directeurs d'établissements publics qui a ouvert une certaine souplesse et qui, par exemple, moi, m'a permis de ne pas perdre en rémunération alors que j'étais DAC auparavant, tout simplement. Et j'ai compris a posteriori, parce qu'évidemment, on parle toujours de ça après vous avoir recruté, que si les textes n'avaient pas évolué, ça aurait été plus compliqué. Donc voilà. C'est un exemple ponctuel, c'est sur la rémunération des directeurs d'établissements publics, mais en tout cas, mais ça, il faudrait vraiment poser la question à Émilie Miquette ou Nathalie Collin. Mais voilà, j'ai entendu des choses dans des réunions, j'ai vu passer des notes, mais qui n'étaient pas mon business quotidien. Et venant de prendre mon poste, je suis un peu débordée, mais je sais qu'il y a pas mal de travaux là-dessus qui sont en train d'atterrir, voilà. Avec aussi, je crois, au-delà de la rémunération, au niveau des missions des personnes qui sortent d'emplois fonctionnels ou bien des cadres supérieurs qui sont entre deux postes. Vraiment aussi une volonté de pouvoir créer des états-majors de haut niveau et opérationnels auprès des secrétaires généraux qui permettraient en fait aujourd'hui ça arrivait qu'on confie des missions à des cadres supérieurs entre deux emplois, mais un peu au coup par coup, qui là structurerait vraiment cette démarche. C'est aussi une manière de répondre à la volonté de réinternaliser les questions de gestion de projet et de conseil internalisés au gouvernement. Donc voilà, le fait de créer un peu ces états-majors avec des cadres de haut niveau qui sortent d'emplois fonctionnels auprès des secrétaires généraux pour leur permettre de travailler sur des problématiques à enjeu où il y a vraiment besoin de quelqu'un qui prenne du recul et qui ait de l'expérience. Il y a aussi tout ça qui est en train de… Voilà, effectivement, cette mission, elle existe un peu déjà auprès du SG de Bercy. Tout à fait, madame, vous avez raison. L'idée, c'est de développer ça et de le renforcer. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait, sur ces questions plus précises, vous aurez vraiment un intérêt à inviter Émilie Miquette qui vous donnerait des réponses plus structurées que les miennes parce qu'elle suit directement ces sujets. Merci. Alors, comme l'heure tourne, sans même qu'on s'en rende compte, je vous propose qu'on prenne le dernier groupe de questions. Donc, Agnès Salle, Anne Brouard et Isabelle Roubayrol. Agnès. Merci Nathalie. Madame la directrice, nous tenons beaucoup à la féminisation des titres, autrices, réalisatrices, dans le champ culturel. Nous y sommes de façon acharnée, extrêmement attachés, et pour des raisons qui tiennent justement à la force de la langue et de son impact sur la société. Ça n'était pas ma question, mais je fais la remarque. J'avais juste deux sujets à évoquer très rapidement avec vous. Le premier, c'est de constater que dans votre exposé, brillant, complet, vous avez à plusieurs reprises indiqué que vous aviez l'intention ou que vous aviez projeté de traiter la question des femmes à l'Institut, à l'INSP, en creux. Il me semble,
il nous semble que c'est une question qui doit être traitée en plein, parce que même si nous sommes évidemment très attachés à l'égalité entre les élèves dans la perspective d'un concours et d'un classement de sortie, pour autant, il nous semble que les conditions de l'égalité ne sont pas tellement respectées entre les filles et les garçons. Nous le voyons, nous, dans les écoles qui forment au métier de la culture, les écoles d'architecture, les écoles d'art, on a une majorité de filles. Simplement, on voit bien qu'elles n'accèdent pas du tout de la même manière aux métiers auxquels préparent les écoles, ce qui suppose, et c'est vrai sans doute également pour l'INSP, d'avoir une action positive pendant la scolarité, de déconstruction des stéréotypes, de préparation à l'exercice de fonctions de gouvernance et non pas de fonctions qui les mettent en retrait, parce que les compétences, bien entendu, sont là, et parfois même supérieures à celles de leurs collègues garçons. Et puis également, et vous l'avez dit, une attention particulière à la prévention et à la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Vous nous avez dit que les élèves avaient été choqués, enfin en tout cas étonnés, surpris de l'accent mis au début de la scolarité. Il me semble que ce choc initial doit être absolument surmonté et qu'il faut généraliser, peut-être dans le cadre d'une candidature de l'école, de l'Institut, à l'un des labels de l'AFNOR, le label égalité, qu'il exige, peut-être d'autres manières, mais il me semble que cet accent mis sur la protection des élèves, sur la connaissance de ces mécanismes d'emprise et qui sont particulièrement pernicieux dans tous les secteurs, je pense qu'il faut vraiment l'instaurer et l'installer, de même que la préparation peut-être plus fine, plus active, plus volontariste des jeunes femmes, des jeunes filles qui passent par l'Institut à des carrières dans lesquelles, inévitablement, elles auront à surmonter des obstacles qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'auront à surmonter leurs collègues garçons. Merci. Pardon, si ça ne vous dérange pas, je vais répondre à cette question et je vais devoir vous quitter après parce que j'ai une autre réunion à 9h30 et je vois qu'il est déjà 27. Je vous en prie, allez-y. Alors, du coup, oui, alors sur la question finalement de préparer à l'Institut à exercer des métiers, enfin la gouvernance et du coup à exercer le pouvoir. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ça, la question qui était en creux. Dans le cadre des évolutions liées à la création de l'INSP et du coup des réflexions éventuelles sur une éventuelle suppression du classement, mais même si on ne supprime pas, du fait de professionnaliser aussi la prise de poste, il y a vraiment une volonté d'aider les élèves à construire leur projet professionnel. Donc aujourd'hui, je vous disais, ils ont des coachs et la volonté, en tout cas, de renforcer la place des coachs et de développer le coaching est là. On a aussi un projet de mettre en place de manière vraiment extrêmement systématique et structurée un pool de référents métiers avec une identification un peu de tous les métiers, de toutes les fonctions qu'on peut exercer à la sortie de l'INSP et avec des cadres supérieurs qui se mettraient vraiment à disposition d'une promotion vraiment du jour où elle arrive au jour où elle sort pour les rencontrer en groupe, en petits groupes, les rencontrer individuellement, voilà, répondre à leurs questions, leur servir de modèle aussi. Donc là, bien sûr, il faudra faire attention à avoir une grande diversité des modèles, hommes-femmes, aussi un peu toute origine sociale, toute origine géographique, de manière à ce que chacun puisse vraiment se projeter. Ça, je pense que ça sera, c'est quelque chose d'important en tout cas, à mon avis, et qui peut être très utile pour que les élèves se projettent dans dans toutes les fonctions et notamment dans des fonctions de direction, des fonctions de pouvoir. Voilà, ça, je pense que ça va être, ça, c'est un point important à mon avis pour les préparer pendant toute leur scolarité. Voilà, pardon, il est 29, je vais devoir y aller parce que j'ai réunion avec on travaille, en fait, on a une réunion de travail avec le cabinet pour être complètement transparente sur les voies d'accès, le concours et le classement. Voilà, donc je vais avoir du mal à être en retard sur cette réunion. Je dois rendre compte de nos travaux de la semaine. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, de ces débats. Moi, je vous encourage vraiment à inviter Émilie Piette, mais c'est peut-être déjà prévu. Elle pourra vraiment avoir un propos complémentaire, notamment sur le déroulement des carrières, où j'ai parlé en son nom, mais c'est vraiment plutôt à elle de le faire. Voilà, et puis vraiment, je pense vous rassurer sur la prise en compte de ces questions. C'est vrai qu'ils sont tout à fait bien identifiés. Après, voilà, vous savez que la lettre de mission devait embrasser beaucoup de sujets. La question de
voilà, on est à un moment, c'est un moment politique où la question de la diversité sociale et géographique est plus mise en avant. Mais ce qui ne veut pas dire que tout l'effort immense qui a été fait auparavant, et notamment sur les nominations, sur l'équilibre des nominations, sur l'équilibre des jurys, je pense qu'il y a un effort très important qui est mené depuis plusieurs années là-dessus et qui est vraiment en train de montrer, montrer ses fruits. Enfin, moi, personnellement, je viens de Bercy et j'ai vu quasiment que des nominations de femmes directrices lorsque j'y étais et lorsque moi j'étais nommée. Enfin, par rapport à mon arrivée, en tout cas 10 ans avant, à Bercy, j'ai vraiment pu voir l'évolution. Donc, je pense que les choses vont vraiment dans le bon sens. Voilà. Après, à titre personnel, moi, je suis attentive à ce que on passe pas de l'autre côté du cheval. Je pense qu'il y a des jeunes hommes qui sont aussi pleins de valeurs et il faut pas que eux, un peu en retour, se voient complètement fermer des portes. Donc voilà, je pense qu'il faut être vraiment attentif. Et finalement, la vraie égalité, c'est quand on se posera plus la question de savoir si c'est un homme ou si une femme, qu'on sera que sur les qualités. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que les choses, il faut être attentif, mais que les choses vont dans le bon sens. Je le vois aussi avec les jeunes femmes que je rencontre. Là, je rencontre les élèves et je pense qu'elles ont surmonté beaucoup d'obstacles qu'on avait nous-mêmes dans nos têtes quand on a commencé nos carrières. Et ça, c'est hyper encourageant, je trouve. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Désolée de devoir partir un peu plus vite. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Et puis, comme vous le constatez, on avait beaucoup de questions à vous poser. Peut-être qu'on pourra se retrouver dans quelques mois. Et n'hésitez pas à vous retourner vers nos réseaux, vers INSP 50-50, bien entendu, et puis vers nos réseaux, parce que je pense que ça peut être aussi une ressource dans le cadre du développement de votre mission. Tout à fait, absolument. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt de toute façon. Merci bien. INSP 50-50 dans pas très longtemps. Merci. Merci à vous et très bonne journée. Merci. Merci.